citoyenneté et philosophie. Qu'est-ce qui définit vraiment un bon citoyen? Est-ce le respect des lois, l'engagement civique, la responsabilité, la solidarité ou encore l'esprit critique? Et l'amour de la nation doit-il vraiment être conditionné par les actions de nos gouvernants? Aujourd'hui, nous allons aborder cette question essentielle entre droit, devoir et responsabilité. Nous allons aborder cette question au regard de certains philosophes tout en la connectant à notre réalité quotidienne. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Philovision. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité spécial qui n'est nul autre que M. Jérôme Ngoisé, alias Jeu de Zen, communément appelé Jeu de Zen de l'inoxydable. Enseignant chevronné de philosophie au lycée d'État Richard Ngimabokale de Yem, il est par ailleurs fondateur d'un club prestigieux scolaire appelé Éveil. Éveil, ce club qui a pour mission de donner aux élèves un ensemble d'outils afin d'affronter le baccalauréat avec brio. Ce club d'ores et déjà a déjà fait beaucoup de ses preuves. Je note la session 2022-2023 dont j'ai eu l'occasion d'être vice-président et dont la majeure nationale du bac général en fut sortissante. Donc, Monsieur Géraud, c'est déjà un plaisir pour nous d'avoir ici un enseignant passionné, véritable formateur et mentor pour les jeunes générations. Quelle est votre impression aujourd'hui? Alors, Monsieur Leonardi Akuer-Soumou, je suis tout autant honoré d'être votre invité principal pour ce numéro de l'émission. J'apprécie tout ce que vous faites jusque-là par les médias sociaux. Et en cette rentrée scolaire, je crois que la thématique de la citoyenneté est plus que cruciale au regard des enjeux politiques actuels et même des enjeux internationaux. Parler d'une question telle que la citoyenneté, le bon citoyen, j'en suis honoré à plus d'un titre. Et quoi de mieux pour entamer l'année scolaire, parce qu'on a tous cette adrénaline-là de reprendre les salles de classe et pouvoir transmettre le savoir après 3 bons mois de vacances. Donc je suis très honoré que je retrouve en quelque sorte une activité académique à travers cette interview consacrée à la question de la citoyenneté. J'espère ne pas décevoir à la fois vous qui poserez ces questions et les internautes qui nous suivront partout dans le monde. Bien, donc un sujet depuis des lustres qui faisait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Le sujet, apparemment, il est toujours d'actualité. Alors, Monsieur Ngoisé, comment pouvez-vous nous expliquer ici? Il faudrait se poser la question de savoir comment s'articule citoyenneté et philosophie, parce que nous avons là deux concepts bien différents. D'un côté, la philosophie et d'un autre, la citoyenneté. Quel lien ces deux concepts ont ensemble? Avant d'aborder le lien, il est important de retracer d'abord le contenu des concepts. Oui. Je sais que par ailleurs, le terme citoyenneté peut avoir beaucoup de références selon qu'on se situe dans un cadre juridique, un cadre philosophique et autres. Mais qu'à cela ne tienne, l'essentiel sera toujours donné. Il y aura toujours des valeurs référentielles qui pourront servir à toute communauté en parlant de citoyens et de citoyenneté. Et pour aller à l'essentiel, de manière simple, qu'est-ce qu'un citoyen d'abord? Un citoyen, c'est une personne jouissant à la fois des droits civils et politiques dans une communauté à laquelle il appartient. Donc je reprends, c'est un individu jouissant des droits civils et politiques dans une communauté à laquelle il appartient. Encore faudrait-il distinguer ce qu'on entend par droit civil, droit politique. Je vais y revenir si vous me permettez. Et la philosophie, justement, n'étant pas seulement focalisée sur l'aspect théorique, sur l'aspect métaphysique, la philosophie traite des questions d'état. Même lorsqu'on est élève au secondaire, on étudie déjà ces questions-là. La nation, l'État, le droit, la justice, la liberté, la violence, ce sont des questions que la philosophie examine. On ne les examine pas tant parce qu'on veut plus ou moins seulement donner un contenu ou bien en faire une certaine apologie, mais on l'examine surtout pour aider aussi à sa manière de participer à l'édification de la société
à l'édification de la nation. Voilà pourquoi la philosophie aborde ces questions. Donc le lien est tout de suite sous-entendu. La citoyenneté, parler de citoyenneté, c'est intégrer en quelque sorte l'un des aspects, on va dire quoi, l'une des sphères de la philosophie qu'on appelle la politique. Parce que la philosophie, c'est un vaste champ, comme je l'ai dit. Effectivement. Et comme vous le savez, depuis les anciens, on l'a toujours défini comme la mère des sciences, l'encyclopédie du savoir. Mais à l'intérieur de la philosophie, il y a un pan qui traite des questions morales et politiques, d'où la citoyenneté. Donc je dirais, vous avez tout de suite compris le lien que la citoyenneté est en quelque sorte un point qui est dans ce vaste ensemble auquel la philosophie s'intéresse. Donc c'est un élément, c'est une partie de la philosophie. Bien, donc je vais essayer de faire un petit résumé. Je dirais peut-être, d'après vos explications, que la philosophie donc permet à l'individu de se construire des opinions, de se construire des convictions, et la citoyenneté, quant à elle, vient permettre la mise en pratique de ces convictions. Oui, la philosophie, sur certains domaines, comme je l'ai dit, a une dimension théorique. Parce qu'on peut aborder les questions métaphysiques, on peut aborder les questions telles que l'âme, telles que la mort. Ce sont des questions un peu plus spéculatives. Oui. Il y a aussi dans la philosophie des questions purement pratiques. Lorsqu'on parle des questions pratiques, comme on dirait la praxis en philosophie, il s'agit principalement de la morale, de la politique, et la citoyenneté, à mon sens, n'est pas simplement une question spéculative, c'est quelque chose qui a un effet concret dans la société parce que ça régit les rapports sociaux entre les humains. Donc c'est cela, la philosophie peut être parfois ambivalente, tantôt trop spéculative ou théorique, mais elle peut toutefois aussi être pratique et démontrer par là qu'elle n'est pas que spéculative. Bien, je pense que pour les spectateurs qui nous regardent, ils auraient déjà pu cerner l'idée de la philosophie. On parle de citoyenneté et philosophie. On se pose la question, qu'est-ce qui lie ces deux concepts? Et par l'explication de M. Giraud, je pense qu'on commence à cerner ce dont il est question. Dans le contexte actuel, comment s'applique le rôle d'un bon citoyen? Dans le contexte actuel, comment s'applique le rôle d'un bon citoyen? Unanimement, on peut quand même s'accorder sur quelques principes. C'est vrai que la citoyenneté pourrait dépendre des différents États et des lois qui sont en vigueur dans ces États-là. Donc, ce qu'on attend déjà d'un bon citoyen, c'est d'avoir le respect pour autrui. Un bon citoyen doit respecter ses semblables. Et il faut prendre des exemples un peu basiques. Nous nous côtoyons dans les rues, nous nous côtoyons dans les milieux administratifs. Alors il y a des règles de bienséance, il y a des règles de civisme, dont l'éducation civique participe ainsi à faire des individus des bons citoyens. Savoir dire bonjour, savoir s'excuser lorsqu'on a offensé autrui. Donc, savoir aussi entretenir son espace. Quand je dis son espace, ça peut être le milieu public, ça peut être les toilettes publiques. Lorsque je pars, je dois me rassurer qu'en partant de là, après usage, je laisse tout propre. Lors d'une compétition sportive, je l'ai lu, j'oublie peut-être encore les habitants de ce pays. Il y a un pays qui a joué l'Euro 2020. Et après leur match, tous les supporters, avant de rentrer, se sont efforcés à nettoyer l'espace qu'ils ont occupé. Le terrain de football? Bon, dans les gradins. Donc, nettoyer les sièges, enlever les canettes, les sachets. Ils ont nettoyé toutes les tribunes avant de partir. Et ce qui est marrant, c'est que cette équipe avait perdu. Cette équipe avait perdu, ce qui est encore beaucoup plus intéressant, je veux dire. C'est qui renforce l'action posée. Malgré la défaite, ces patriotes ont eu l'honneur et l'intérêt de laisser en quelque sorte le stade propre, un stade qui n'était même pas celui de leur pays. Et là, ça prouve par cet exemple
que lorsqu'on est un bon citoyen, qu'on respecte autrui, on ne s'attelle pas seulement à faire du bien parce que c'est mon espace ou parce que je vis dans ma nation. Voilà pourquoi j'aime bien la citation de Socrate, le philosophe de référence, qui dit « Je ne suis ni athénien, ni grec, je suis citoyen du monde. » Effectivement. Donc je suis citoyen du monde, c'est pour dire, en étant un bon citoyen dans son pays, lorsqu'on se retrouve dans un pays étranger ou voisin, on voyage avec les vertus de ce pays-là, de l'éducation qu'on a acquise dans son pays, et on les transpose où on va. On ne va pas dire, bon, dans mon pays, je peux être discipliné, chez les autres, je vais me permettre de jeter les ordures partout, je vais me permettre d'uriner partout. De la même manière que nous aimons notre pays, on peut aimer aussi les pays des autres. Voilà, donc je ne suis pas grec ni athénien, mais citoyen du monde. C'est ce qu'il faut comprendre. Pour dire déjà qu'un bon citoyen doit respecter autrui. Et qui dit autrui, ce ne sont pas seulement ceux avec qui tu vis dans ton pays, mais c'est aussi des compatriotes. Au-delà de nos frontières. Des personnes qui vivent dans d'autres pays. On attend ça du bon citoyen, d'abord le respect d'autrui. Venons-en maintenant, je ne sais pas, je vais donner l'autre élément, le respect des lois. Le respect des lois. Même s'il devrait y avoir une nuance, ce qu'on attend d'abord du citoyen, c'est qu'il puisse respecter les lois. Parce qu'on sait que sans la loi, bien sûr, c'est l'anarchie. C'est la loi qui est la boussole qui permet aux individus de vivre en toute harmonie. Voilà pourquoi Marcel Gauchet, je pense, il dit que, je paraphrase, j'essaie de le paraphraser, c'est que c'est dans la citoyenneté, justement, que l'individu se définit. Donc, on est homme étant citoyen. C'est en étant citoyen qu'on est véritablement homme. Parce que la citoyenneté nécessite la mise en exergue des règles, la mise en exergue justement du droit, pour que nous ne vivions pas comme des animaux. Donc, un bon citoyen se doit de respecter les lois. Et je dirais encore, je citerai encore le philosophe Alain, qui dit, il y a deux vertus principales qui caractérisent le citoyen. 1, l'obéissance. 2, la résistance. Par l'obéissance, il assure l'ordre. Par la résistance, il assure la liberté. Obéissance d'abord. Quand on dit par l'obéissance, il assure l'ordre. Lorsque le citoyen respecte les lois en vigueur, il participe non seulement à son propre bien-être, mais aussi au bien-être d'autrui. Parce que si tu ne t'attelles pas à voler les objets d'autrui, c'est pour que les autres aussi puissent mieux respecter cette loi-là en ne te volant pas. Si tu ne t'attelles pas à agresser autrui, ainsi les autres aussi pourront mieux respecter cela. Donc quand tu vis ainsi, en respectant les lois, en obéissant aux lois, cela participe un peu à l'équilibre, à l'harmonie sociétale. Donc l'obéissance est un devoir civique pour le citoyen. Un citoyen se doit d'obéir à la loi. Mais je disais, il y a quand même... On pourrait plus ou moins... Oui, nuancer. Effectivement, tout est nuançable. C'est toute loi qui nécessite l'obéissance. D'où il a ajouté la deuxième... quand je parlais d'Alain, qu'en dehors de l'obéissance, la deuxième vertu, c'est la résistance. Oui. Résistance à quel moment? Lorsqu'on est en face de nous, on a en face de nous des lois iniques, donc des lois arbitraires, des lois injustes. Le citoyen ne doit pas être un réceptacle passif qui consomme tout simplement ces lois et qui dit Amen. Le citoyen a le droit d'exprimer son opinion, de critiquer ce qu'il estime plus ou moins démesuré, disproportionné, qu'il estime irrecevable sur le plan juridique. Excusez-moi de vous couper. Je dirais peut-être, est-ce que là on sous-entend que toutes les lois ne font pas objet de l'unanimité? Oui, toutes les lois ne font pas toujours l'unanimité. On est convaincu qu'on est sur une terre des hommes. Oui. Mais après, il y a des lois quand même qu'on peut parfois obéir sans avoir consenti à ces lois-là. C'est-à-dire la majorité. Voilà, par exemple, au Gabon, on va faire un référendum. Le référendum devrait décider
de la validité, je veux dire, de la constitution gabonaise, de sa validité. Oui. Bon, s'il arrivait que moi, par exemple, je votais non et que la majorité aurait choisi pour le oui, je me dois de m'incliner face à ce que la majorité a opté. Effectivement. Là, c'est à juste titre parce que la démocratie a ses règles. On dit c'est la majorité qui l'emporte. On a fait des choix, si on doit voter un député ou un président, peu importe, même si je ne l'ai pas voté, mais dès l'instant que c'est lui qui a été choisi unanimement, alors je m'incline. C'est aussi ça l'une des règles démocratiques. Dans ce cas de figure, sur un tout autre plan, si les décisions qui sont prises ne font pas l'unanimité, c'est-à-dire il n'y a même pas la majorité qui opte pour ça, et que ces décisions sont considérées pour le peuple comme des lois injustes, iniques, alors le citoyen doit suivre les procédures qui nécessitent une contestation. Quand je dis procédure, il faut d'abord éviter la violence, parce que la violence peut être l'ultime recours lorsque on a tout essayé. On peut d'abord revendiquer pacifiquement ce que l'on souhaite obtenir, ou bien ce que l'on souhaite éradiquer. Le faire pacifiquement, il y a des moyens, ça peut être par des marches, ça peut être par des grèves et tout, mais dans l'ultime cas, ça peut devenir une forme de révolution. Mais la révolution n'est admise que comme dernier recours lorsqu'on considère que les lois prises par l'État ou les gouvernants sont considérées comme des lois iniques. Parce qu'à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir, nous dit Rousseau. Bien, donc si on peut résumer, je dirais que là vous nous décelez un peu une liste de valeurs des bons citoyens. Si maintenant on peut faire un résumé, si vous devez nous citer 10 valeurs du bon citoyen, quelles sont les valeurs que vous allez proposer? Je ne sais pas si j'arriverai à 10, peut-être moins. Oui, allons-y. On va parler, comme on a dit, le respect d'autrui. Oui, le respect d'autrui, on l'a dit. Le respect de la loi. Et la participation à la démocratisation de son pays. Le citoyen se doit de faire des choix en temps nécessaire. Aller voter, comme on peut dire, puisque le citoyen a ce droit-là, c'est ce droit politique. Parce qu'il jouit des droits politiques. Le droit politique, c'est le droit qui lui permet de choisir ses représentants. Au Parlement, dans l'exécutif, sur les 3 pouvoirs, exécutif, législatif, et peut-être, surtout exécutif, législatif, on va dire. Il a le droit de se prononcer pour un oui ou pour un non sur des questions référendaires. Donc, le bon citoyen est un acteur majeur dans la vie démocratique de son pays. Le bon citoyen se doit d'avoir cette loyauté vis-à-vis de son pays également. Cette loyauté. Anecdote par exemple, Socrate, bien qu'ayant été condamné injustement par la démocratie athénienne, par l'État athénien, bien que ce soit encore discutable, allez-y. D'après ce que Platon nous fait entendre, a été justement condamné à boire la ciguë. Et lorsque certains disciples viennent le voir à l'instar de Criton pour lui proposer l'exil, pour s'échapper de la prison, parce qu'ils pensaient que Socrate ne méritait pas une telle peine, lui qui était considéré à justice pour eux comme le plus sage de la cité, défini par l'oracle et par ses disciples ainsi. Mais que leur dit Socrate? Il dit, le bon citoyen se doit de respecter les lois de son pays, fussent-elles injustes. C'est-à-dire, si la loi me condamne à perpétuité, je dois respecter cette loi parce que c'est cette patrie-là qui m'a fait grandir, qui m'a protégé par ces lois, qui m'a toujours montré en quelque sorte son intérêt. Et s'il arrive alors qu'elle décide de me punir, je me dois de lui exprimer aussi cette redevabilité en acceptant ce sort, en acceptant cette condamnation. Et Socrate a dit,
je préfère mourir. D'où il dira dans le Timée, mieux vaut subir une injustice plutôt que de la commettre. Donc mieux vaut encore subir le sort d'une loi qui te condamne que de vouloir faire ce qui est injuste. Ça résume un peu ce dont on a parlé. Oui, effectivement, l'obéissance surtout. Ne doit pas obéir à tout ce qui est injuste. On ne va pas te dire tue parce que c'est la loi qui te permet de tuer. On ne va pas dire va voler et toi tu as le discernement, toi aussi tu iras voler comme un mouton de panurge. Non. Donc, ce que tu considères comme moralement ou juridiquement irraisonnable, tu peux t'abstenir de le faire. Alors si on te dit comme tu ne le fais pas, on va te tuer, mieux vaut encore mourir sans commettre d'injustice que de vouloir commettre l'injustice parce qu'on voulait sauver sa vie. Ah, c'est ça en fait. Et même la Bible dit, celui qui perd sa vie, celui qui perd sa vie pour moi la retrouvera pour Jésus. Quand tu meurs en étant juste, en étant véridique, tu retrouveras ta vie. Maintenant, si tu veux sauver ta vie pour des intérêts de ce monde, imaginons un peu, par corruption, on va te dire, viens altérer un jugement par telle ou telle circonstance, tu vas bouleverser les choses, tu n'es pas un bon citoyen. Donc un bon citoyen doit mourir pour sa patrie, doit respecter les lois, même si les lois me condamnent. Je sais qu'on m'a condamné injustement, je ne vais pas faire l'évasion dans la prison. J'assume. C'est ça être aussi un bon citoyen. Donc, on peut en dire plus. Donc, la loyauté envers sa patrie, le respect d'autrui, le respect des lois, la participation à la démocratisation de son pays. Donc, je peux résumer ça ici. Bien, bien. Et nous avons eu une référence philosophique dans le procès de Socrate. Sans oublier que l'autorité athénienne lui avait même rendu service en le sacrifiant. Bon, je dirais ça comme ça parce que cela a permis de raffermir justement sa philosophie, son idée. Donc également, ayant abordé certains philosophes, on voit avec, je pense, c'est Rousseau, le contrat social. Rousseau qui dit justement que la cité est régie par un contrat entre les citoyens qui fait en sorte qu'on va justement renoncer à notre liberté personnelle au profit de la liberté individuelle. Alors qu'avez-vous à dire à ce niveau? Liberté personnelle au profit de la liberté civique. Oui, effectivement. Civique. Commune, je voulais dire, excusez-moi, oui. Mais oui, logiquement, parce que la liberté individuelle peut être considérée comme une forme de liberté sauvage. Oui. De liberté sauvage parce que je peux me décider de sortir sans porter des habits. Et là, c'est une liberté sauvage. Non, la liberté civique, c'est cette liberté-là qui permet non seulement de s'épanouir, mais tout en respectant autrui. Donc, c'est tout simplement la différence qu'il faut faire. Être dans une société, c'est pouvoir bénéficier non plus des libertés naturelles, mais des libertés civiques qui sont recadrées par des lois. Et quand on parle de lois, ça veut dire qu'il y a forcément des restrictions. Ça ne peut pas être des libertés qui peuvent plus ou moins s'éclater dans tous les sens. Il faut les recadrer. D'où on parle souvent de nuances entre liberté et libertinage. C'est important. Toute liberté est toujours circonscrite dans un périmètre. Mais quand on parle de libertinage, alors c'est une liberté sauvage qui n'a pas de restriction. Oui, mais dans un passage de Rousseau, il dit qu'il faudrait renoncer à sa liberté personnelle et se circonscrire dans une liberté qui est conditionnée par des lois. Mais après, on se dit, s'il y a un conditionnement, est-ce qu'on parle encore de liberté là? Très bonne question. Voilà pourquoi il résout cette question par la notion d'intérêt général. C'est la réponse qu'il apporte. Que dès l'instant que j'obéis à une loi qui émane de l'intérêt général, elle m'est profitable, donc je m'obéis à moi-même, tout simplement. Et l'intérêt général, c'est quoi? Prenons un exemple. Est-ce qu'on doit construire une école? Oui. Est-ce qu'on doit construire un dispensaire? Oui. Est-ce qu'on doit construire des routes? Oui. Lorsque nous acceptons cela, nous adhérons à ces projets-là, ce sont des projets qui constituent l'intérêt général. Par contre, si je dois dire j'ai besoin d'une voiture, l'autre va dire j'ai besoin d'un avion, l'autre va dire j'ai besoin d'une maison. Là, on n'est plus dans l'intérêt général, mais des intérêts particuliers. Et ce n'est pas ce sur quoi doit reposer la loi. Rousseau dit la loi doit reposer sur l'intérêt général, ce qui concerne un peu tout le monde. Même si ce n'est pas moi qui l'ai directement proposé. Si
la loi qui émane de l'intérêt général m'est profitable, alors j'acquiesce tout simplement. C'est ça. Maintenant, lorsque la loi ne regarde pas l'intérêt général, mais les intérêts particuliers, alors cette loi ne devrait pas faire office d'obéissance, nous dit Rousseau. Bien, donc c'est là ton explication en ce qui est des différents principes et valeurs d'un bon citoyen. Mais nous sommes dans un contexte où il y a tellement de fléaux qui naissent. Nous avons le cas des réchauffements climatiques, nous avons le cas de la pollution. Comment aujourd'hui un citoyen doit se comporter? Quel rôle actuel un citoyen doit présenter dans la société? Le citoyen doit d'abord être un citoyen engagé. Quand on dit engagé, c'est quelqu'un qui est prêt à respecter les règles qu'on nous enseigne. Si les écologistes font une certaine campagne sur la protection de l'environnement, tâchons de respecter cela. Ne pas trop brûler les forêts pour créer en quelque sorte des gaz à effet de serre. Oui, mais excusez-moi, je dirais, je peux être un citoyen passif. C'est-à-dire que je respecte les lois, je ne pollue pas, je ne fais rien de mal. Mais n'empêche qu'il y a des fléaux qui naissent indépendamment de mon action. Alors comment puis-je m'inclure pour apporter des solutions à ces fléaux-là? Je vais citer le cas tantôt du réchauffement climatique. C'est vrai qu'à une échelle, il y a la déforestation. Mais sachant que moi, je ne coupe pas, je ne déforeste pas, comment moi, justement, je peux œuvrer pour résoudre ce problème-là? Oui, si toi tu respectes, tu es citoyen exemplaire, tu respectes cela. Il faut porter également le témoignage auprès de ceux-là qui ne s'attellent pas à le respecter. Donc être engagé, d'où j'ai parlé d'engagement, s'il faut appartenir à des ONG, s'il faut être dans des groupes qui portent le message pour sensibiliser l'entourage. Parce qu'on ne se suffit jamais, il n'est jamais trop juste pour dire qu'on a compris. Il faut toujours répéter, il faut conscientiser. Donc la conscientisation doit être de mise. Toi, tu peux te dire, à mon niveau, je l'applique, mais est-ce que tu es suffisamment convaincu que tu peux avoir un rôle beaucoup plus majeur que cela, que d'apporter la bonne nouvelle, que d'aller prévenir contre les dérives de toutes ces catastrophes qui peuvent arriver. Donc le citoyen se doit aussi de transcender un peu son cadre restreint, de ne pas être dans la coquille, de sortir de sa coquille et d'aller plus ou moins de façon ostentatoire proclamer la bonne loi, la bonne règle, la bonne nouvelle, comme diraient les chrétiens. Donc je pense qu'il est plus que temps qu'en tant que citoyens, nous prenions tous l'engagement véritable de servir nos nations selon les problèmes qui se posent à nous. Moi, je suis enseignant. Dans mes salles de classe, je ne manque pas de marteler sur ces questions-là. Justement, on est dans un contexte assez, comment dire, délicat. Aujourd'hui, nous passons une transition au Gabon, pour ceux qui ne le savent pas, et nous sommes à la porte de voter un référendum. Maintenant, Monsieur Giraud, pour vous, comment conseillerez-vous aux citoyens de se comporter dans ce contexte actuel? Je leur dirais d'abord de se mobiliser, parce que comme je l'ai dit, ce qu'on attend aussi des citoyens, c'est de participer à la démocratisation de leurs États. Les citoyens doivent se prononcer sur ces questions, donc il faut se mobiliser pour voter. Voter est un devoir pour le citoyen. Oui, parce qu'après, on voit sur les statuts voter oui au référendum, mais on se pose la question, est-ce qu'ils savent vraiment ce que c'est? Après, je ne leur dirai pas d'aller voter aveuglement, sans comprendre les enjeux, sans comprendre la Constitution. S'ils ont même l'esprit beaucoup plus critique, qu'ils se rapprochent ainsi des pédagogues, des spécialistes en droit, pour comprendre certains mécanismes juridiques qui sont contenus dans la nouvelle Constitution. À partir de là, ils pourront faire eux-mêmes leur discernement et aller voter. Donc, d'abord pour la jeunesse, il faut se mobiliser. Les adultes, pareil. Et pour ma part, je souhaiterais vraiment qu'il n'y ait pas d'amalgame sur les enjeux du référendum. Il faut connaître la loi, il faut connaître le contexte et se prononcer en toute lucidité. Qu'à cela ne tienne, le président de la République gabonaise, dans son invite, je crois, le discours du 7 août, a demandé à la population
de se mobiliser pour ce vote, sans forcément imposer le choix à faire. Et je crois qu'il a parlé comme un républicain. Et dans cet esprit républicain, je ne peux que demander également aux compatriotes de se mobiliser. C'est inédit parce que ça fait plus de 20 ans qu'on a eu à faire un tel vote. Le dernier référendum, c'était, je crois, en 1994, avec les accords de Paris. Et là, 20 ans, on peut dire 20 ans quasiment, on va faire un autre référendum. Donc, certains n'étaient même pas encore nés. Oui, donc, en amorce de cet épisode, on a posé tantôt une question. La question était de savoir si l'amour de la nation devrait être conditionné par les actions de nos dirigeants. Alors, qu'en pensez-vous? Non, non, non. Là, je dis catégoriquement non. L'amour de la nation ne doit pas être conditionné par les actions de nos dirigeants. Parce que je suis citoyen, j'aime mon pays, je n'ai pas besoin d'espérer avoir d'abord un dirigeant dont la tête me plaît pour pouvoir travailler, pour pouvoir œuvrer. Le dirigeant est là, il fait sa tâche. C'est toute une chaîne, chacun fait son travail là où il est placé. Nous sommes les maillons, chacun fait son travail. Et le dirigeant qui est là, peu importe, ne va pas s'éterniser. Voilà pourquoi chez les autres, on dit, du moins les hommes passent, mais l'État demeure. Les hommes passent, la Constitution demeure. Donc, ce que je dirais à ce niveau, c'est que mon amour pour le Gabon n'est pas conditionné par un homme politique quelconque, que ce soit le député, que ce soit le ministre, que ce soit le président, ou même mon chef, mon supérieur hiérarchique. Non, il faut exprimer l'amour de la nation par rapport justement à ses valeurs patriotiques, par rapport à son engagement personnel et son dévouement inconditionnel. Voilà pourquoi on a parlé de Socrate. Socrate, bien sûr, aimait son pays, nonobstant la médiocrité des dirigeants de son époque. Il a toujours participé à conscientiser la jeunesse, à répandre les idées novatrices et salvatrices pour celle-ci, malgré ce qu'il a subi en dernier ressort. Et il est resté intègre et loyal. Donc, l'amour du pays n'est pas conditionné par le dirigeant. Bien, vous citez Socrate, un être dont la sagesse débordait. Mais si on peut se mettre dans un contexte coercitif, on va se dire dans la mesure où peut-être les actions posées par le dirigeant ne vont pas dans les normes. Les actions posées par le dirigeant vont faire qu'on nuit sur le pays, qu'on dénigre le pays, qu'on stigmatise les citoyens de ce pays, ou encore même que les actions de ce président, en vue peut-être de la diversité ethnique d'un pays, vont aller en faveur de certains au détriment que d'autres. Est-ce que là, on ne peut pas peut-être perdre de l'amour pour son pays avec la figure représentatrice du dirigeant de ce pays? Ça va de soi que certains peuvent se retrouver fragilisés par l'amour qu'ils portent vis-à-vis du pays et même s'exiler, aller ailleurs. Ça va de soi. Mais lorsqu'on étudie un peu l'histoire en général, parfois, ce sont ceux-là qui résistent à tant de choses, qui luttent et qui obtiennent gain de cause. On a quand même des exemples patents de ceux-là qui ne se sont jamais résignés, qui n'ont jamais renoncé à l'amour du pays. Si je prends le cas de l'Afrique du Sud que j'aime bien, où les individus ont combattu l'apartheid pour pouvoir restaurer une véritable démocratie, sinon restaurer un pays de liberté, je crois que c'est le plus grand trophée qu'on puisse avoir. Dans une situation où on est désemparé, où on a plus ou moins de l'amertume pour ce qui se fait, ça doit renforcer le patriotisme, ça doit renforcer son engagement et se dire, il faut que je lutte pour que ça change. Et même si ça ne se fait pas maintenant, mais ça peut arriver après pour des générations futures. Au moins j'aurais été un élément qui a combattu pour qu'il y ait la liberté plus tard, pour qu'il y ait la paix plus tard. Parfois, ce pourquoi on combat, on ne l'obtient pas de soi-même. Ça peut venir après. Donc, moi, je pense que dans un tel contexte, il faut renforcer l'amour du pays. Tu ne vas pas dire, comme à la tête, ça se passe mal. Les dirigeants ne se soucient pas de nous. Nous aussi, au bas de la pyramide, on va faire du désordre. On ne va plus faire le travail comme il le faut. Tu es commerçante,
tu es institutrice, tu es procureur, tu es ceci, cela, toi aussi tu vas prendre des décisions, bien poser des actes qui n'honorent pas ta fonction. Non, donc restons toujours nobles dans ce que nous sommes en tant que patriotes et face aux injustices, resserrons un peu les coudes, soyons plus que déterminés pour pouvoir en découdre et triompher. Je pense que la justice, c'est ce qu'il faudrait faire. Bien, que direz-vous donc à ces personnes-là? Parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui devient assez récurrente du fait de voir que même certains élèves, étudiants, à la fin de leur cycle lycéen, après le baccalauréat, certains préfèrent aller étudier à l'étranger, certains préfèrent quitter le pays, certains vont s'exiler parce qu'ils estiment que le pays n'est pas dans les normes, que le pays n'est pas comme il faut, et certains vont même se cacher là où ils arrivent. Quand on demande quelle est ta nationalité, ils hésitent à l'idée de dévoiler comme ça la nationalité. Est-ce que là aussi, vous allez condamner ces personnes-là? Après, je ne voudrais pas les condamner a priori, je voudrais peut-être les comprendre, c'est aussi ça la démocratie, savoir comprendre les opinions des autres et les tolérer sans toutefois les partager. Je peux comprendre, je peux tolérer dans une moindre mesure, mais je ne les partage pas. Je pense que personnellement, me concernant, j'aurais eu tous les atouts aussi d'aller à l'étranger, compte tenu de tous ces facteurs. Que ne m'a-t-on pas dit sur l'UOB, l'université Omar Bongo? Mais je suis allé faire mon Saint-Thomas, je suis allé, j'ai fait mes humanités, j'en suis sorti, me voilà enseignant, et je me dis, ah, comme quoi il est parfois mieux d'apprécier ce qu'on a chez soi, d'aller toucher du doigt et de ne pas croire à certains préjugés. Ça, c'est mon expérience. Je ne pourrais pas non plus dire que c'est une vérité absolue. Moi, je dis il faut toujours essayer justement de manifester l'intérêt pour sa patrie, de manifester l'amour pour son pays. Parce qu'on a formé aussi des cadres, des hauts cadres dans nos universités. Et il y a toute une panoplie qu'on ne citerait pas et qui sont devenus aujourd'hui des hauts cadres de l'État. Pourquoi ne pas suivre leur exemple? Pourquoi toujours écouter ce qui semble peut-être noircir ce qu'on a de positif chez nous? À tort ou à raison, ils ont leur raison, mais moi je considère que c'est leur droit. Je ne pense pas forcément comme eux, c'est tout. Bien, donc on va retenir que quoi qu'il en soit, c'est l'amour de la nation qui prime. La nation ne doit pas être aimée par référence à un individu, car nous sommes ces individus-là qui allons constituer la nation. Bien, nous allons à la fin de cet épisode et nous allons noter que Philovision également, c'est l'aspect pédagogique qui prime, c'est-à-dire former toujours les jeunes apprenants, aborder des questions spécifiques. Alors, Monsieur Géraud, vous qui êtes un enseignant de philosophie, comment conseillerez-vous aux élèves de l'année qui arrivent à peine, comment aborder la question de citoyenneté, par exemple au baccalauréat? Alors, pour la question de la citoyenneté à l'examen, je dirais, il faut maîtriser d'abord ce que c'est le citoyen. Comme je l'ai dit, un citoyen, c'est un individu qui jouit des droits civils et politiques dans le cadre d'un État. Alors, il faut maîtriser également ses droits en tant que citoyen ainsi que ses devoirs. Bon, une fois on maîtrise les droits et les devoirs du citoyen, je crois que on connaît plus ou moins l'angle général de ce qu'on attend par un bon citoyen. Maintenant, l'examen, comment aborder la question? Il faut l'aborder selon la question qui est posée. Il ne suffit pas de définir les droits et les devoirs. Tout dépend de la question qui est posée philosophiquement et qui fera certainement office d'un plan binaire ou dialectique. Binaire, c'est-à-dire thèse et une nuance, dialectique, thèse, antithèse, synthèse. Donc, tout dépend de la question qui viendra, mais avoir déjà une base sur ces connaissances-là. La base à partir des droits, des devoirs, qu'est-ce que le citoyen, voilà, c'est aussi simple que ça. Bien, donc on espère qu'on aura la chance de jouir d'un épisode complet, animé par M. Géraud, qui nous, justement, présentera une question qui aura pour sujet la citoyenneté. Maintenant, comme on l'a dit, nous allons à la fin de cet épisode. Quel mot de fin pouvez-vous donner à l'endroit peut-être des citoyens, mais également des autorités de ce pays en vue de ce contexte? D'abord, vous remercier pour ce privilège accordé aujourd'hui de parler d'une question prépondérante pour l'État.
et pour la République, la citoyenneté. En guise de mot de fin, que dirais-je? Je dirais tout simplement que nos citoyens, autant ils jouent des droits. Parmi ces droits, il y a les droits politiques, comme on a dit. Il a la capacité de choisir ses dirigeants, ceux qui incarnent le pouvoir exécutif et législatif. Il y a les droits individuels. Le citoyen a cette capacité de faire des allers-retours, de sortir de son pays, de se balader. Il a la capacité de jouir, bien sûr, de sa vie privée. Il a la capacité de pouvoir prononcer ses opinions personnelles sur des questions. C'est cet aspect qu'on appelle les droits individuels. Il y a aussi les droits économiques. Il faudrait que l'État également s'attelle à assurer aux citoyens la santé, l'éducation et même le revenu. Parfois les personnes qui sont considérées comme des indigents, qui sont considérées comme des, je ne voudrais pas utiliser le terme handicapés, mais qui ont quand même des handicaps, bénéficient souvent des revenus pour essayer de les aider à s'en sortir dans la vie. Et ceux qui travaillent doivent mériter leur salaire. Il faut qu'ils aient le minimum pour s'épanouir. Donc c'est ça le rôle de l'État. Donc assurer les droits à tous les citoyens. Et si l'État le fait comme tel, nous aussi en retour, nous avons les devoirs. Et ces devoirs-là, je les ai énumérés au départ. Le devoir justement de respecter autrui, le devoir de respecter les lois, le devoir de participer à la vie démocratique de son État. En agissant ainsi, nous sommes considérés comme de véritables citoyens. Alors, citoyens et citoyennes, dans le contexte de notre pays, le Gabon, nous sommes fiers d'être Gabonais. Ce qui m'enchante souvent, c'est que à l'extérieur, notre pays n'est pas reconnu sur le côté néfaste. Rarement on va entendre que les Gabonais sont les auteurs des agressions, des assassinats et tout. Donc en tant que Gabonais, nous devons défendre nos valeurs, sinon restaurer nos valeurs, puisque nous sommes à l'ère de la restauration des valeurs et des institutions. Donc c'est ce qu'il faudrait pour notre patrie. J'ai bien aimé pour ce compatriote malien qui avait sauvé un enfant français, donc du haut de l'immeuble qu'il a escaladé pour aller le sauver. Donc Mamadou Gassama, je crois, c'était le nom de ce compatriote, Mamadou Gassama. Et le président français, voulant récompenser cet acte héroïque, a non seulement permis à ce sujet malien d'avoir ses papiers, puisqu'il était sans papier, mais a aussi choisi de le naturaliser. Donc, si en tant que compatriotes, nous allons un peu à l'étranger avec des intentions nobles comme ce genre-là, c'est aussi ça faire un sacré témoignage pour notre pays. C'est apporter plus ou moins notre pierre à l'édifice. Comme je n'ai cessé de le dire avec Socrate, donc je ne suis ni grec ni athénien, je suis citoyen du monde. Donc les Gabonais ou les Africains en général essayent de manifester en quelque sorte leurs valeurs citoyennes, non seulement dans leur pays respectif, mais aussi partout dans le monde. C'est cela mon message. Et que l'État, les États comprennent qu'il y a véritablement de citoyenneté que dans un processus de démocratisation incontestable. On ne peut pas parler vraiment de citoyens si notre démocratie est biaisée, parce que le citoyen n'aura pas la liberté de s'opposer quand il le faut. Comme on l'a dit avec Alain, que la résistance doit aussi faire partie des valeurs, effectivement. Maintenant, si on est dans un pays où on estime qu'on est des citoyens et qu'on ne nous donne pas la possibilité de parler, la possibilité de contribuer, parce qu'il y a des critiques constructives, pas seulement vouloir tout démolir, vouloir calomnier, mais si on n'a même pas le minimum pour apporter des critiques constructives, comment pourrait-on exprimer cette citoyenneté? Ce n'est pas qu'une question de devoir à remplir,
mais il faut aussi avoir quelques droits de cette nature pour véritablement s'épanouir comme citoyen. Et nous avons dans le monde des démocraties de référence où les individus peuvent véritablement parler de citoyens dans ce cadre-là. Donc, l'exhortation que je ferai aux dirigeants, c'est celle-là. Donc, essayer de travailler davantage pour que la démocratisation soit de plus en plus mise en exergue, qu'elle soit une réalité pour que la citoyenneté aussi puisse s'exprimer. Parce qu'il n'y a pas de citoyenneté véritable sans une démocratisation véritable de nos États. C'est mon point final à ce niveau. Et je salue tous ceux qui ont commencé les cours. Nous sommes en période d'année scolaire. Je vous souhaite bonne chance pour cette année académique. Élèves comme étudiants, soyez braves et c'est enfin notre essor vers la félicité, comme disent les nouvelles autorités gabonaises. Je vous salue. Eh bien, nous arrivons au terme de cet épisode qui avait pour thème citoyenneté et philosophie. Donc, je vous conseille de liker, de partager. Ça aussi, c'est l'une des valeurs du bon citoyen, de propager la bonne nouvelle afin que tous soyons sur un pied d'égalité en ce qui est de l'information. Donc, merci encore, monsieur G2N, l'inoxydable, de nous avoir honoré de cette présence aujourd'hui afin de discuter de cette question qui devient essentielle dans le contexte où nous nous trouvons. Merci et à bientôt.